le lundi 28 novembre 2022, le président de la République s'est adressé aux Congolaises et aux Congolais par un discours sur l'état du Congo-Brazzaville en 2022. Discours que le chef de l'État délivre habituellement au mois de décembre à la veille des fêtes de fin d'année. De fait, il ne s'est pas agi d'un discours sur l'état de la nation, dont la vocation traditionnelle est de présenter avec objectivité et rigueur la situation générale et réelle d'un pays pour l'année en cours, en indiquant avec précision et concision les réalisations physiques des actions programmées pour l'année, les ressources financières engagées ainsi que les faiblesses de l'action gouvernementale, les défis à relever et les réponses appropriées à apporter. En lieu et place d'un État de la nation, tel que défini ci-dessus, le chef de l'État congolais a prononcé un discours de campagne électorale dans lequel, tordant le cou à la vérité des faits sur le terrain, il a présenté un bilan largement positif de l'action gouvernementale pour l'année 2022. Ce discours a été émaillé de nombreuses promesses et a fait l'impasse totale sur la situation sociale très préoccupante des couches populaires, alors que les populations attendaient du président de la République l'annonce d'actions concrètes, appropriées et fortes visant l'amélioration de leur pouvoir d'achat, gravement érodé par la hausse abusive des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Il s'est agi non pas d'un État du Congo en 2022, mais d'un discours électoral lénifiant, ayant pour but de magnifier l'action gouvernementale au fin de faire croire à l'opinion nationale et internationale que le bilan de l'action de l'État précité est largement positif et ainsi tromper les consciences insuffisamment averties. Dans son adresse à la nation, le président de la République s'est employé à faire croire que, contrairement aux affirmations de l'opposition, le Congo est bel et bien gouverné, qu'il n'a pas reculé d'un pouce, loin s'en faut, mais qu'il a, au contraire, fait un bond remarquable en avant dans tous les secteurs de la vie nationale, comme en témoignent les avancées significatives réalisées dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des infrastructures de base, de l'agriculture avec les zones agricoles protégées, de l'économie avec le lancement du processus de déploiement des zones économiques spéciales et surtout avec la stratégie du partenariat public-privé qui va booster les investissements privés. Toutes ces affirmations du chef de l'État sont démenties par la réalité sur le terrain, réalité marquée entre autres par l'effondrement de l'économie nationale, la faillite des systèmes d'enseignement, de santé, de recherche scientifique et d'innovation technologique, la dette publique abyssale, 116% du PIB, la très grande dépendance alimentaire du pays par rapport à l'étranger. Le Congo dépense chaque année plus de 700 milliards de francs CFA au titre des importations de produits alimentaires et agricoles. L'épuisement des réserves internationales de change. Aujourd'hui, le Congo n'importe des produits qu'il consomme que grâce à la gestion commune des réserves de change de l'ensemble des pays de la CEMAC. Les liquidités générales de l'économie, les liquidités de l'État, l'incapacité du gouvernement à assurer les paiements courants, salaires, pensions, bourses, services de la dette. L'extrême pauvreté des populations, l'explosion de la morbidité et de la mortalité dans toutes les familles congolaises, les inégalités et injustices sociales criardes, le délitement de l'unité et de la concorde nationale, la montée en flèche des comportements déviants, notamment l'exacerbation des crispations géoethniques, le népotisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme, la préférence ethno-régionale, la corruption, la concussion, l'appropriation personnelle des biens de l'État, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite, les violences urbaines, les violences en milieu scolaire, les violences faites aux femmes, etc. Telle est, sans addition étrangère, la réalité congolaise en 2022.
Toute autre façon de la présenter relève du travestissement. Abordant les questions économiques et financières, le président de la République a indiqué que l'économie congolaise se redresse et qu'en 2022, le taux de croissance est évalué à 2,6%. Cependant, le chef de l'État a oublié de nous dire deux choses. D'une part, que le taux de croissance évoqué est dû non pas aux performances économiques de notre pays, mais tout simplement à la hausse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial à la suite de la guerre d'Ukraine. Le renchérissement du pétrole a rapporté au Congo une cagnotte évaluée par le gouvernement lui-même dans le collectif budgétaire à près de 800 milliards de francs CFA. D'autre part, que la croissance dont il parle n'induit pas une amélioration du vécu quotidien des populations et ne s'accompagne pas de l'élévation du pouvoir d'achat du plus grand nombre. Elle est une croissance creuse, c'est-à-dire non inclusive. Malgré les 2,6% du taux de croissance, 95% des Congolais continuent de vivre en dessous du seuil de pauvreté. Par ailleurs, portés uniquement par la volonté de s'enrichir à des fins personnelles, les tenants du pouvoir passent le plus clair de leur temps à réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour grossir leurs comptes bancaires dans les paradis fiscaux. Ainsi, après la stratégie des municipalisations accélérées des années 2004 à 2016, qui leur avait permis de s'octroyer tous les marchés publics juteux et qui a fait de plusieurs d'entre eux des multimilliardaires, ils viennent d'inventer une nouvelle stratégie leur permettant de blanchir des fortunes colossales qu'ils ont amassées et cachées, soit dans les domiciles privés, soit dans les cimetières ou placées dans les paradis fiscaux. Au fin de recycler l'argent public qu'ils ont détourné, plusieurs tenants du pouvoir ont, en violation des articles 81 et 106 de la Constitution, créés par des intermédiaires libanais, chinois, indiens, rwandais, membres des entourages immédiats, des entreprises privées candidates au partenariat public-privé. Astucieux, ils ont habillé cette stratégie de blanchiment de l'argent public détourné du nom pudique du partenariat public-privé. Or, au Congo, il n'y a pas d'opérateurs économiques nationaux ayant une surface financière suffisante pour participer au financement de l'économie nationale. De ce fait, le privé national qui est interpellé pour prendre les participations dans les entreprises mixtes avec l'État ne sera constitué pour l'essentiel que par les entreprises appartenant aux tenants du pouvoir ou à leurs entourages immédiats, c'est-à-dire leurs propres entreprises. Cette stratégie est une ruse politique destinée à bluffer l'opinion nationale. Elle réfère au délit de conflit d'intérêts. La Constitution en vigueur interdit strictement au président de la République, au Premier ministre et aux membres du gouvernement, par eux-mêmes ou par intermédiaire, d'acheter ou de prendre en bail les biens appartenant au domaine de l'État et des collectivités locales. Le chef de l'État s'est en outre appesanti sur la crise alimentaire actuelle et l'inflation galopante qu'elle génère. Il a repris à son compte et a égrené les promesses ronflantes contenues dans le plan de résilience du gouvernement. Comme nous l'avons montré dans notre tribune publiée sur les réseaux sociaux le dimanche 27 novembre 2022 et intitulée « L'inflation galopante étale au grand jour l'incapacité de l'État PTA de gouverner », il y a un fossé abyssal entre les proclamations tapageuses contenues dans ce plan du gouvernement et la réalité sur le terrain. En effet, dans ce plan, le gouvernement prétend avoir mis en œuvre une batterie de mesures destinées à garantir dans l'immédiat et à court terme les approvisionnements en biens alimentaires, stabiliser les prix des produits alimentaires de base, renforcer la production nationale en matière alimentaire. Ces mesures sont les suivantes.
1. Promouvoir une politique de substitution aux importations en encourageant le développement de la production locale par les produits de base, huile végétale, farine, volaille, viande bovine et porcine, développement des intrants agricoles, etc. 2. Faciliter le transport de produits agricoles dans leur bassin de production, depuis leur bassin de production vers les centres de consommation, grâce à la réhabilitation des voies de transport routier, du transport ferroviaire, par la réhabilitation de la voie ferrée et l'amélioration de la capacité de traction de CFTO, ainsi qu'une facilitation du transport fluvial par l'amélioration de la navigabilité permanente des cours d'eau et celle des capacités des unités navigantes et des infrastructures portuaires. 3. Fixer par voie réglementaire une liste de produits alimentaires et agricoles essentiels qui devraient faire l'objet du soutien de l'État. 4. Mobiliser les banques locales qui seront appelées à échanger avec le gouvernement lors d'une table ronde dédiée afin de mettre en place un système de facilitation d'octroi de crédits bonifiés aux producteurs avec l'aide et le soutien de l'État. 5. Mettre en place dans les meilleurs délais un guichet en faveur de producteurs agricoles concernés afin de les identifier et de faciliter leur soutien. 6. Appliquer avec énergie et pragmatisme toutes les mesures administratives, fiscales et parafiscales existantes afin de faciliter la politique nationale de dynamisation de l'offre alimentaire et agricole nationale. 7. Supprimer pendant 12 mois les droits de douane de produits alimentaires de base et intrants agro-pastoraux et halieutiques. 8. Bloquer de manière temporaire les prix de produits de première nécessité et interdire l'exportation de certains poissons issus de la capture faite dans les eaux territoriales congolaises. De toutes ces mesures, seule la suppression de la taxe d'importation a été exécutée. Pour le reste, rien, absolument rien n'a été fait. L'exécution physique des mesures annoncées n'a pas été réalisée. Les actions et les financements n'ont pas suivi les promesses. Face à cette situation, les populations se demandent quel usage est donc fait des 128 milliards 300 millions de francs CFA inscrits dans le collectif budgétaire pour financer le plan de résilience. Par ailleurs, le président de la République, qui a fait une impasse totale sur la situation sociale tragique des populations, il n'a soufflé aucun mot sur l'enfer terrestre que vivent les fonctionnaires des mairies du Congo, Dolizy, Mosenjo, 68 mois d'arriérés de salaire, Nkayi Wesso, 64 mois, Pointe-Noire, 10 mois, les retraités de la CREF, 3 ans et 3 mois d'arriérés de pension, les étudiants au Congo et à l'étranger, de 3 à 5 ans d'arriérés de bourse selon les cas, les anciens travailleurs des entreprises publiques liquidés, plus de 10 ans de non-paiement des droits sociaux. Le peuple congolais meurt de faim au milieu de son pétrole. La misère des Congolais n'émeut nullement le chef de l'État congolais qui n'est préoccupé que par deux choses: la préservation du pouvoir par la force et sa succession par son fils. Pourtant, comme l'écrivait François Guizot dans son ouvrage « Des moyens de gouvernement et d'opposition dans l'état actuel de la France en 1821 », tout gouvernement, pour assurer sa survie, doit satisfaire aux besoins de la société qui régit et chercher ses racines dans les intérêts moraux et matériels de son peuple. Fin de citation. L'exercice du pouvoir et l'écoute de la société sont indissociables. Conscient de cette exigence, le chef de l'État a égrené, comme à son habitude, de nombreuses promesses. Il s'agit notamment de la mise en place en 2023 d'une caisse d'assurance maladie universelle, projet dont le pouvoir nous rabat les oreilles depuis
plus de 10 ans. L'apurement de la dette intérieure, sociale et commerciale. Le paiement régulier des salaires et des pensions. La modernisation des systèmes d'enseignement et de santé. La restauration et la modernisation des cités universitaires à l'université Marien Ngouabi. Le recrutement de près de 12 000 jeunes. La mécanisation de l'agriculture et le développement des zones agricoles protégées. La promotion des structures de production d'aliments de bétail et du poisson. L'amélioration du climat des affaires. La promotion des industries minières et chimiques. La lutte contre les antivaleurs. La réhabilitation de la culture de la sanction. La mise en œuvre sans délai de la décentralisation. La lutte contre les violences urbaines, les violences en milieu scolaire et les violences faites aux femmes. La consolidation de la paix. Il va sans dire que toutes ces promesses connaîtront le même sort que celles proférées par le passé qui n'ont jamais été tenues et qui ont été renvoyées aux calendes grecques. Le président de la République a aussi insisté sur la transparence dans la gestion des affaires publiques et l'impérieuse nécessité de lutter contre les antivaleurs, c'est-à-dire le vol, la corruption, la concussion, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite. Sur ce sujet, il s'est défaussé sur la justice et le Parlement, accusé par lui de ne pas remplir son office. Pour rappel, d'après la Constitution, le pouvoir de sanctionner appartient en premier lieu au président de la République, car c'est lui qui nomme le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. C'est encore lui qui nomme un conseil des ministres aux hautes fonctions civiles et militaires. La vertu du principe du parallélisme des formes, c'est l'instance qui nomme, qui a le pouvoir de sanctionner. En se défaussant sur la justice et le Parlement, le chef de l'État refuse d'assumer son impuissance à sanctionner les tenants du pouvoir, coupables de scandales économiques et de corruption, documentés par les Panama Papers, les Pandora Papers, Mediapart, n'oubliez pas ce que vous payez, Global Witness. Sous son règne, l'impunité est érigée en méthode de gouvernement. Les délinquants en col blanc sont assurés d'une totale immunité. Il faut enfin souligner que l'appel à la paix lancé par le président de la République sonne faux, car on ne peut pas vouloir dans le même temps une chose et son contraire. En effet, au même moment où il appelle à l'unité nationale et à la paix, le chef de l'État congolais prépare la guerre en vue de sa succession par son fils. Dans ce cadre, il a recruté de nombreux mercenaires de diverses nationalités, rwandais, tchadiens, centrafricains, russes, positionnés à Mindouri dans le département du Poul, à Oyo et au Bouya dans le département de la Cuvette, à Evo dans le département de la Cuvette Ouest et entre Gamboma et Olombo dans le département des Plateaux. Dans la même optique, il a acheté une quantité énorme d'armes et de munitions de guerre gardées non pas dans les camps militaires habilités, mais dans les sites secrets connus de lui seul et des membres rapprochés de sa famille. De même, il continue de garder dans ses geôles les responsables de l'opposition tels le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombie Salissa, qui n'ont commis d'autres crimes que de s'être portés candidats contre lui à l'élection présidentielle de 2016 et surtout d'avoir refusé de reconnaître sa victoire usurpée. Récemment, Destin Gavé, acteur politique congolais, a été arrêté et incarcéré à Pointe-Noire pour avoir donné son point de vue, son opinion sur le discours à la nation délivré par le chef de l'État le 28 novembre 2022. Alors, de quelle paix parle le chef de l'État congolais? Au total, la manœuvre visant à présenter le bilan de l'État PCT comme un bilan largement positif a échoué, car, comme le déclarait un acteur politique contemporain,
On peut tromper une partie du peuple pendant une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple pendant tout le temps. Le peuple congolais qui vit au quotidien les conséquences dramatiques de la politique prédatrice, antisociale et néfaste de l'État PCT n'est pas dupe. Il sait que la société congolaise d'aujourd'hui est une société fracturée dans laquelle les tenants du pouvoir se sont construits des fortunes colossales au moyen des rapines, tandis que le peuple croupit dans l'extrême pauvreté. En effet, sous le règne du président Denis Sassou Nguesso, les tenants du pouvoir et leurs entourages immédiats se vautrent dans l'opulence et un luxe insolent, tandis que les populations broient le noir chaque jour qui passe. Le Congo est riche, mais les Congolais sont pauvres. Depuis les années 1980, le président de la République répète le même discours dans lequel il promet chaque année monts et merveilles aux Congolais. Dans la pratique, cependant, les promesses mielleuses ne sont jamais tenues. Ainsi, l'autosuffisance alimentaire et la santé pour tous, promises pour l'an 2000, n'ont pas été réalisées jusqu'à ce jour, c'est-à-dire après près de 40 ans. Il en va de même de la création de 40 000 emplois par an, inscrites dans le programme La Nouvelle Espérance, du traitement automatique des dossiers de retraite, de la gratuité de la césarienne pour les femmes enceintes, de la gratuité des soins de santé contre le paludisme pour les enfants de 0 à 15 ans et pour les femmes enceintes, de la gratuité de l'école, de la gratuité de la délivrance des pièces d'état civil, tels le certificat de nationalité, le casier judiciaire, la carte nationale d'identité, de l'instauration de l'assurance maladie universelle, de la lutte contre les antivaleurs et de la gouvernance sociale et solidaire de la paix. Ces promesses mirobolantes n'ont pas été tenues et ne le seront jamais sous l'ère de l'État PCT. Aujourd'hui, aucun Congolais ne croit plus aux promesses du président de la République en exercice. Il est au pouvoir depuis près de 40 ans. Il a eu beaucoup d'argent public pour réaliser ce qu'il promettait, mais chaque année, comme chaque Congolais le sait, de 2003 à 2014, le budget de l'État variait entre 3 000 et 4 000 milliards de francs CFA. Pendant cette période faste, le Congo a engrangé des excédents budgétaires d'un montant de 14 000 milliards de francs CFA, qui seraient placés, selon le pouvoir, dans un compte de réserve pour générations futures, mais en réalité enfouis dans les paradis fiscaux. Plus près de nous, les excédents budgétaires dégagés en 2021 et 2022 ne ressortent pas dans les ressources des budgets 2022 et de 2023. Ce n'est pas dans la conjoncture économique difficile actuelle, marquée entre autres par l'effondrement de l'économie nationale, les liquidités de l'État et son surendettement, que le président de la République pourra réaliser ce qu'il n'a pas fait en 40 ans. Alors qu'il en avait très largement les moyens. Le message à la nation délivré par le chef de l'État le lundi 28 novembre 2022 est une nouvelle imposture de l'État PCT. Ce dernier n'a plus rien à dire, à proposer au pays. Il a fini son cycle. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers d'opinion, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okomi Salissan, Destin Gavé. Le Congo-Brazzaville est un grand malade qu'il nous faut soigner. Si nous n'y prenons garde, ce sera trop tard et immédiatement regrettable. Le sursaut, c'est maintenant. Unissons-nous, oublions ce qui nous divise. Brazzaville, le 29 décembre, la conférence des présidents. Je vous remercie. Monsieur le Président, dans les autres pays du monde, l'économie est traditionnellement financée par les capitales d'industrie, les banques et les marchés financiers. Au Congo, il n'y a pas d'opérateurs économiques nationaux ayant une surface financière suffisante pour être qualifiés de capital d'industrie. Quels sont alors les acteurs économiques congolais
en capacité de prendre des participations avec l'État dans le cadre du partenariat public et privé présenté par le pouvoir comme la nouvelle recette magique pour mobiliser les financements privés. Depuis que notre pays a accédé à l'indépendance en 1960, tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas créé un cadre technologique qui permet de produire ce résultat. Sauf sous la présidence du président Massamba Deba, il y a eu un développement important du secteur public. Le gouvernement a créé beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs. Malheureusement, à la suite de ce qui s'est passé, avec l'arrivée de Marien Ngouabi et de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, avec la virgule de Jackson Yombi au Pango, toutes ces entreprises ont quasiment disparu. Il n'a pas été mis en œuvre ce qui pouvait soit accéder certaines d'entre elles au privé national, soit à les promouvoir pour qu'elles deviennent de grandes entreprises. Donc, ce cas technologique a disparu. Malgré tout le bruit qu'on fait, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de cas technologique. La technologie, c'est quoi? Il n'y a pas un plan de développement économique dans notre pays. On fait des choses un peu au hasard. De sorte que, dans notre pays, effectivement, il n'y a pas de capitaines nationaux qui sont capables d'accomplir ce saut, de participer au capital des entreprises. Toute l'économie est en grande partie informelle. Et vous savez ce qu'est l'économie informelle. D'ailleurs, on a même nommé un ministre chargé de l'économie informelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien du tout. Et aujourd'hui, c'est animé par les étrangers. Vous verrez, c'est de par les Ouara, surtout, que cette économie informelle fonctionne. Et ça encourage justement les fuites des capitaux, de sorte qu'il n'y a pas de capitalisation nationale. Parce qu'une économie se développe sur la base du capital. Sans formation de capital national, il n'y a pas d'économie. Donc, les opérateurs congolais ne peuvent participer que s'il y a eu formation de capital, accumulation de capital pour leur donner la capacité de participer. Il n'existe pas. Et dans un pays comme le nôtre qui sort de la colonisation, c'est l'État qui doit créer ce cadre technologique qui permettrait aux opérateurs congolais de naître et de se promouvoir. Or, aujourd'hui, ce sont ces mêmes hommes politiques qui créent leurs petites histoires comme des fermes, les bœufs. Vous avez vu, il y a 3 000 bœufs là quelque part, là, mais c'est pour le chef de l'État, alors que ça lui est interdit. On ne promouvoit aucun Congolais. Donc, votre question, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas réellement un vrai capitaliste national qui peut participer au partenariat public-privé. Sinon, ceux qui sont en train de dévaliser l'État pour se donner les moyens économiques à eux-mêmes. Dans une interview accordée à la presse congolaise le lundi 5 décembre 2022 sur Télé Congo à 21h, le Premier ministre congolais, M. Coliné Makosso, en réponse à une question sur l'inflation galopante qui érode gravement le pouvoir d'achat des populations, a déclaré: le gouvernement a fait ce qui était de son devoir en supprimant pour 12 mois la taxe d'importation sur les produits alimentaires de première nécessité. La responsabilité du renchérissement du coût de la vie incombe aux commerçants véreux qui se livrent à des hausses abusives des prix des denrées alimentaires de base. Que penser de cette déclaration, M. le Président? Quand vous regardez notre pays, on arrive dans le texte, nous importons pour plus de 700 milliards de francs CFA ce que nous consommons sur notre terrain. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un produit, il y a la formation de prix. Qu'est-ce qui concourt à la formation d'un prix? Vous avez le coût de production, il y a des matériels utilisés pour produire ce produit. Vous avez le coût du travail, le travail utilisé pour produire ce produit. Et vous avez, en même temps, les taxes, les impôts. Donc, il y a plusieurs facteurs qui concourent à ça.
Et comme c'est des produits importés, vous importez en même temps l'inflation dans notre pays. Mais dans les coûts, le transport. Vous avez oublié que dans un petit tronçon de route de Brazzaville à Pointe-Noire, il y a plus de 10, qu'on appelle ça? Péages. 10 péages. Mais le commerçant n'est pas idiot. Quand il transporte, il intègre ça dans les coûts. Il intègre dans les coûts. Mais toute la corruption, les trucs qu'on paye aux policiers tout le long des routes là, où il n'y a pas de péage, il faut leur payer l'argent pour passer. Ça rentre dans les coûts. Alors, en supprimant la taxe d'importation, ça ne résout pas le problème. Ça, c'est ça. Mais la TVA rentre dans la formation des coûts. Donc, tout ça, supprimer la taxe d'importation ne veut rien dire. Mais, prenez un exemple. Quand vous achetez un sac de foufou qu'on vendait hier à 10 000 francs CFA, aujourd'hui à 40 000 francs, quelle est la taxe d'importation qui est rentrée dans le sac de foufou? Il y en a dedans? Non. Ça n'existe pas. Vous voyez, allez au marché là, allez acheter du poisson frais qui vient, soit de Yoro, soit de Mbamou, de Mosaka ou de... Mais il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais les fruits, la papaye, une papaye aujourd'hui, bien mieux, si vous n'avez pas 1000 francs, vous ne l'avez pas. Ça a été importé de quel pays? Quelle est la taxe d'importation qui rentre dedans? Le Premier ministre, ce qu'il a dit, c'est pour amuser la galerie. Ce n'est pas des choses à suivre. Ce qu'il faut, c'est parce qu'ils n'ont pas une politique économique. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. La politique économique, il faut d'abord bâtir un modèle. Quel modèle nous voulons pour développer notre pays? Le Congo est un pays riche. Nous sommes 5 millions d'habitants seulement, mais un pays extrêmement riche. Des minéraux partout. Le sous-sol congolais, c'est un scandale. Mais le pétrole, il n'y a rien. Mais ce qui n'a pas dit, mais les Congolais, pendant ce temps que les prix augmentent comme ça érode le pouvoir d'achat des Congolais. Il y a des femmes qui vont au marché avec 500 francs CFA ou 1000 francs CFA. Et vont acheter quoi? Donc, les salaires ne sont pas augmentés. Le chômage bat le plein. C'est à revoir. Le Congo est un pays de désordre. Il n'y a pas de modèle économique affiché. Or, avec 5 millions d'habitants, nous n'avons pas un marché intérieur suffisant. Nous devrions être à mesure de nourrir tous les Congolais des produits de base à partir de notre propre pays. Qu'est-ce qu'ils font quoi? C'est l'amusement d'aller dire, zone agricole protégée, des trucs, zone agricole protégée pour qui? Où? Ça existe où? Les petits on va montrer quelques graines de maïs en Ango. C'est ça la zone économique protégée. Les Congolais ont pour aliment de base le maïs. Il faut partir d'abord de ce que les Congolais mangent, de ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'on doit en faire. Vous voyez, non? Tout ce qui pouvait profiter aux Congolais, on a. Mais regardez la question. Nous avons eu ici Kinsundi, Sotesco. Sotesco produisait l'épargne, mais ce n'était pas seulement pour les Congolais, c'est pour l'exportation. L'exportation amène quoi? Ce n'est pas l'argent. Au lieu de dire, quand vous empruntez l'argent, les réserves de change internationales qui n'y sont plus, nous payons avec l'argent des autres. Ce n'est pas gratuit. On paye les intérêts du débit. Il n'y a strictement rien. Vraiment, il n'a pas réfléchi. Franchement, je vous avoue, ça m'a fait honte. Deuxième volet, M. le Président, il s'agit des réalisations physiques en matière d'infrastructure. Là aussi, M. le Premier ministre a dit que le département des grands travaux a réalisé toutes les infrastructures existantes à l'heure actuelle avec les fonds propres du Congo. Que dire de cette déclaration? Si c'est fait sur les ressources propres, pourquoi sommes-nous endettés? Deuxièmement, nous sommes incapables, regardez, vous vivez dans Brazzaville, non? Tous les jours, il y a des délestages. Il n'y a pas d'électricité et tout ça. Mais nous sommes parmi les pays qui peuvent produire de l'énergie verte en abondance et l'exporter. Parce que nous avons des cours d'eau qui s'y prêtent. Vous faites un barrage sur le Kouilou, ça vous produit une quantité d'énergie que nous ne pouvons pas consommer. Nous sommes obligés d'exporter. On veut faire un barrage sur la Cholet,
Nous pouvons exporter sur l'ouest de l'Afrique et nous avons suffisamment de lait pour tous les Congolais et on exporte pour avoir des réserves de change internationales. C'est ça l'économie. Alors, il prétend que... Non, franchement, je vous assure que ça me fait honte. Alors, quand on est connu avec beaucoup d'amis internationaux qui écoutent ça, qui vous disent, mais Mathias, mais chez vous, là, c'est quoi? Ça vous fait de la peine de raconter quelles infrastructures. Dans votre pays, il existe quelles infrastructures? Nous sommes tous ici des Congolais. Il y a des infrastructures dans ce pays-là. Prenez seulement Brazzaville. Lorsque le ciel se noircit, la pluie menace, quel est le Congolais qui ne tremble pas? Il a peur que sa maison soit emportée par les eaux. Pourquoi? Il n'y a pas d'infrastructure à Brazzaville. Et regardez, dans ce pays pauvre, tous les jours, les embouteillages. Tous les jours, les embouteillages. Pourquoi? Il n'y a pas de route à Brazzaville. Mais pour aller à l'intérieur du pays, entre nous, franchement, c'est une catastrophe. Mais je ne parle pas des zones où c'est même inatteignable, comme la Likwala. La Likwala, où c'est l'avion, où c'est le bateau, ou la pirogue, comme on dit. Mais il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion. Les bateaux sont où? Ceux de la spéculation qui ont pris feu à Yolo, là, il n'y a rien du tout. De quelle infrastructure tu parles, ces messieurs-là? Le chemin de fer, ça fait des années que le chemin de fer n'existe plus. Il y a encore des gens qui vont à Pointe-Noire par train ici. De quelle infrastructure ils parlent? Par contre, le département des grands travaux a constitué le plus grand trou que le Congo n'ait jamais vu. Le plus grand trou que le Congo n'ait jamais vu. L'argent qu'on a coulé dedans. Je vous donne un exemple. Allez aux 10 maisons. Des 10 maisons pour aller à Mayamaya, c'est 3,5 km. On a fait cette route-là qui devait coûter au maximum 1,5 milliard ou bien 3 milliards. Ça a coûté 7 milliards 500 millions. Mais le reste de l'argent là a été utilisé pour quoi? Moi, je croyais qu'il allait dire les 14 000 milliards. Voilà. Le barrage du Koulou, ça coûte 800 milliards, au maximum 1 milliard, 1000 milliards de francs CFA. On a mis 1000 milliards là-bas. Mais on a déjà fouillé dans tous les comptes ici. Les 14 000 milliards ne sont nulle part. Nulle part. Mais ils ont utilisé quel argent? Mais les routes, quoi, les histoires de municipalisation, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça ne sert strictement à rien. On a créé des petits aéroports dans l'intérieur du pays. Les avions n'y vont pas. L'herbe pousse partout sur ces aéroports-là. À quoi ça sert? Alors, comment amuser la galerie comme ça alors qu'aujourd'hui, si le Congo était un pays puissant, les connaisseurs allaient dire non, supprimez-nous les histoires de grands travaux, puisque ça ne sert à rien. Même à l'île Mbamou ici, là, il n'y a pas moyen d'y aller. Vous pouvez aller à l'île Mbamou normalement. De quelle infrastructure? Ici, il n'y a rien. Après avoir suivi attentivement votre propos, nous vous posons cette troisième question. À la suite du discours sur l'état de la nation en 2022, délivré par le président de la République le lundi 28 novembre, et dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire des grands travaux, le ministre en charge de ce département a déclaré qu'en 20 ans, le Congo a réalisé ce qu'il n'a jamais réalisé depuis l'indépendance de 1960. Quelle réflexion suggère à l'ARD cette déclaration péremptoire du ministre des Grands Travaux? Le Congo a réalisé ce qu'il n'a jamais réalisé depuis 1960. Effectivement, grâce aux grands travaux, les détournements ont été plus importants depuis 1960. On n'a jamais eu autant de détournements qu'avec les grands travaux. D'accord? Jamais de détournements comme autant de grands travaux. Ça, c'est une grande réalisation du pouvoir APCT. Mais le reste, on ne voit pas. Le pays ne fait que s'écrouler. On a l'impression, mais on vit dans quel pays? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Les Congolais souffrent. Regardez les rivières qui traversent Brazzaville. Mais à l'intérieur du pays, n'en parlons pas. Allez dans nos districts, c'est une catastrophe. Dans nos districts. Tout le monde a peur d'aller au village. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune infrastructure. Mais
Prenons ce qui touche à la vie des Congolais, les hôpitaux. Quand vous êtes malade ici, surtout ces derniers temps, un petit palu vous amène à l'hôpital, corps en dépôt. Hein? Vous avez quelques courbatures, corps en dépôt. Il y a la mortalité, on n'a jamais connu. C'est vrai, depuis 20 ans, on n'a pas connu la mortalité d'aujourd'hui. Il a raison de dire que depuis 20 ans, on n'a pas connu la mortalité d'aujourd'hui. Il faut le remercier pour nous rappeler ça, que les structures sanitaires sont complètement défaillantes. On ne peut pas soigner les Congolais. Ce n'est pas possible. On ne peut pas soigner les Congolais. J'ai peur qu'aujourd'hui, les jeunes filles, lorsqu'elles tombent enceintes, la tendance est de dire qu'il vaut mieux avorter. Mais avorter avec quoi? Aller pour manger des plantes et des trucs comme ça, et ça menace la santé. Parce qu'aller accoucher, c'est devenu un risque. Mais l'éducation, quant à l'enseignement, vous vous rendez compte? Est-ce qu'il y a encore l'école dans ce pays? Nous, quand on était à l'école, au temps des colons, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Aujourd'hui, les enfants, bon, certains par dépit, ils vont dans les établissements privés. Ils vont visiter, mais là-bas, c'est pareil. Moi, j'ai été visiter un lycée privé, à Mpila, là. Ah, je dis, mais comment? Ça, c'est une école privée, oui. Mais l'argent qu'on paye, ça fait quoi? Envoyer un enfant là-bas, vous l'avez condamné. Il ne réussira plus. Ça, c'est l'éducation. Mais alors, vous vous rendez compte? Mais aller à l'université Marien-Gouavinon, c'est la première université d'Afrique centrale qui réunissait tous les étudiants de l'AF. Mais regardez dans quel état est toujours cette université-là. Est-ce que ça a changé? Il ne faut pas autoriser les gens à se moquer des Congolais. Cette déclaration du ministre des Grands Travaux, c'est une provocation à l'endroit des Congolais. Monsieur le Président, dans votre mot liminaire, vous avez déclaré que le Congo allait mal. Et la question que je vais vous poser est la suivante. Dans sa dernière conférence de presse, l'ARD a déclaré que l'État PCT était en fin de cycle et que le temps de l'alternance démocratique et pacifique était venu. Que répondrons-nous à ceux qui, dans les quartiers, se demandent si le Congo a encore un avenir? Tant qu'un peuple existe, l'avenir existe toujours. Mais le problème de savoir comment promouvoir cet avenir. Le Congo va très mal, vous vous rendez compte? 62 ans d'existence, nous sommes à ce point. On paye encore un Congolais, combien? 50 000 francs par mois. Mais un melon coûte combien? 15 000. Si vous voulez manger un melon. Donc le Congo va très très mal. Alors, puisque le Congo va mal, tous les acteurs politiques de notre pays doivent le reconnaître, s'organiser pour tirer les conséquences de ça. Le PCT a échoué et largement échoué. Il est grand temps qu'on mette en œuvre une nouvelle politique. Une nouvelle politique qui s'appuie sur les intérêts du peuple congolais. Il n'y a pas meilleure façon de développer un pays que d'abord de partir des intérêts du Congolais. Qu'est-ce que les Congolais veulent? Ils veulent vivre normalement avant de quitter cette terre des vivants. Et pour vivre normalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bénéficier d'un système de santé viable, il faut avoir une éducation viable, il faut dormir dans les meilleures conditions, se promouvoir dans les mêmes conditions et vivre sa vie normalement. Mais ici, on ne vit que dans la crainte. Tous les jours, chaque Congolais a peur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Baladez-vous dans Brazzaville. Dans toutes les rues, vous verrez une banderole où on annonce la mort d'une, deux, trois personnes. Toutes les familles sont. Alors, il faut construire un nouveau pays. L'État congolais n'existe pas. Est-ce que l'État existe? Les gens vont danser. Un ministre qui a touché, volé son argent après, achète quelques kits, va dans son village, donne, et il se met à danser. Voilà l'État congolais. Le Congo, il faut d'abord construire l'État. Donc, une réforme de l'État est nécessaire. Mais ça, il faut une nouvelle politique. Comment arriver à cette réforme de l'État? Il faut arriver à réformer l'État, mettre en place les structures légales qui permettent le fonctionnement normal de l'État. La constitution actuelle, bon, c'est n'importe quoi, il faut la changer, il faut ça. La démocratie,
Il faut que la démocratie soit la démocratie vraie, qu'elle se déroule comme dans son essence. Et ensuite, quand l'État fonctionne, alors il faut garantir en permanence une formation des gens chargés de gérer l'État. On les jette comme ça, chacun vient faire ce qu'il veut. Dans un seul service, un jour j'ai demandé dans un service là-bas, au ministère des Finances, j'ai trouvé 15 personnes. J'ai dit, aujourd'hui vous avez traité comme des dossiers. Un seul. 15 personnes traitaient un seul dossier. Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que l'État congolais ne tourne pas, ne fonctionne pas. Et ça vient de la politique générale d'ensemble. Donc il faut changer de politique dans ce pays. Pour ça, nous avons dans le temps proposé un dialogue pour que tout ça soit mis à plat, qu'on construise ensemble des solutions idoines pour sortir notre pays de cette gangrène-là. C'est ce que nous avons pour. Aujourd'hui, c'est encore valable. Il faut en arriver là. Ceux qui veulent faire la force pour imposer leurs enfants et tout ça, mais qu'est-ce qu'ils veulent provoquer? Encore des tsunamis, que le 4 mars, que les Congolais perdent encore de leur vie, parce qu'on veut imposer son fils. Nous avons déjà dit ici, ça ne se réalisera pas dans ce pays. Quels que soient les armements qu'on va mettre en œuvre ici, les Congolais ne se plieront pas à ça. Il faut qu'on nous écoute. Alors, il faut ça, changer de politique, et il faut concevoir un modèle économique qui fasse du Congo un pays réellement indépendant. Nous en avons les capacités, on en a les moyens. Et regarde, tout l'argent de pétrole, je vous dis, j'ai souvent rappelé ça ici. Le Congo produit, par exemple cette année, près de 120 millions de barils de pétrole par an. Là-dedans, nous avons de 35 à 40%. Et une cargaison de pétrole coûte au bas mot, avant dans l'augmentation des prix là, 25 milliards. Ça veut dire que l'argent ne manque pas. Mais cet argent-là, je vous lance un défi, allez dans n'importe quelle banque congolaise ici, demandez, la SNPC vous a viré combien d'argent ici, de son compte? 0 francs. Rien. Mais ça va où? Dans les paradis fiscaux. J'ai eu à dire ici, vous voyez, la dette du Congo, extérieure du Congo, c'est près de 8 milliards de dollars. Mais dans un seul pays, il y a des placements privés de 16 milliards appartenant à des Congolais. Tout ça, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Mais ces pays-là, c'est des pays qui sont habitués. Le jour où ils apprendront qu'un tel a cassé la pipe, qui est ton héritier? Cet argent reviendra ici au Congo? Ça ne reviendra pas. Ils perdent leur temps. Parce que l'homme est mortel, et quand il part, il ne sait plus ce qui se passe. Et il n'y a pas un parent qui a la signature sur son compte réservé à tel endroit ou tel autre pour aller chercher l'argent. Donc, il y a ça, revenir, profiter de l'argent du pétrole pour promouvoir un développement économique. Le développement économique, c'est très simple. Nous avons le secteur primaire, c'est les mines, l'agriculture et autres, ça va nous produire de l'argent. Nous avons aussi l'énergie, on va avoir beaucoup d'argent. Et nous avons le secteur secondaire, c'est industrialisé. L'industrie naît de ça. Après, bon, les services prennent. Nous allons organiser les services à partir de là. Et le Congo deviendra un pays exportateur net dans tous les secteurs. Nous en avons les capacités naturelles pour en devenir. Regardez, les plaines congolaises sont vides. Si je prends seulement ce qu'on est parti montrer à Angola, les quelques trucs de maïs là, vous savez que l'Afrique de l'Est, l'aliment de base, c'est le maïs. Le Congo peut devenir exportateur, ne fût-ce que de ça, le maïs en Afrique de l'Est. Le Congo peut devenir exportateur de farine de foufou ou de manioc pour la fabrication d'aliments de bétail dans les pays qui n'en disposent pas. Et ainsi de suite. Mais le fer, entre nous, nous avons de très grands gisements de fer. 2 principalement. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons exporter le fer brut, nous pouvons exporter le fer profilé, nous pouvons exporter les objets de fer, juste d'avoir une bonne politique. Le diamant, le cuivre, l'or, le Congo dispose de tout ça. Mais comment faire pour en arriver? Il faut un bon modèle économique qui va pousser tout ça et nous organiser un développement. Mais ça s'appuie sur un État fort, un État bien organisé,
un État qui a une bonne gouvernance. Il ne faut pas parler de la transparence par le plaisir de parler. Il faut parler de oh, là, on a pris telle mesure de résilience. Vous voyez, quand j'envoie la ministre de résilience, vraiment, ça me fait honte. Nous avons été à l'école et nous vivons dans un pays qui fait comme ça, là, et les autres vont demander, mais vous, qu'est-ce que vous faites alors? Mais parce que le pays est foutu. Donc, organisons-nous au plan politique, organisons notre peuple pour qu'ils disent non, ça suffit, il faut absolument que ça change. C'est pas ça? Il faut que ça change. Moi, je me rappelle encore, quand les gens avaient marre ici, quand l'abbé Fulbert Yulu voulait faire un syndicat unique, qui est un produit de la partie unique et tout ça, les Congolais ont dit ah, non, c'est pas comme ça et tout ça. Et lui, en bon prêtre, il a été obligé de céder. Et c'est comme ça que l'abbé Fulbert lui a dit il vous cède la place. Mais chez nous, ayons le courage. 40 ans après, on recommence ce qu'on a dit il y a 40 ans. Aujourd'hui, on n'a pas fait. À quel moment on va faire ça? Après 40 ans, on ne vieillit pas. Et si on est arrivé au pouvoir à 36 ans, après 40 ans, on a combien? Ce n'est pas 86 ans? Et alors? Non, soyons sérieux. Voilà pourquoi, pour nous, au niveau de la RD, nous pensons que l'heure est venue d'arriver à un changement dans notre pays. Changement en tout, et politique et économique, un changement au niveau financier, tout. Comment un pays comme le nôtre peut avoir des réserves de change nulles, alors que nous sommes exportateurs de pétrole? Quand il y avait seulement le bois, il y avait beaucoup de réserves de change. Maintenant que le pétrole est arrivé, mais non, rien. Ce n'est pas sérieux. Donc voilà, nous, on l'a RD, nous avons la prétention de dire qu'il faut un changement et nous sommes prêts à promouvoir ce changement-là. Prêts. Ça dépend de nous. Mobilisons-nous, informons le peuple et demandons aux autres, venez, on va s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'il nous faut pour notre pays.